Il l'obligeait à travailler 14 heures par jour pendant qu'il claquait 15 000 pesos par mois pour sa maîtresse. « C'est ton devoir de m'entretenir, c'est à ça que sert une épouse », lui a-t-il hurlé au visage pendant qu'elle, les yeux creusés par l'épuisement, mangeait un morceau de pain rassis dans la cuisine. J'ai tout entendu. J'ai souri en silence. Je suis sorti, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un vieil ami à moi. Il a pris les clés de la voiture que j'avais moi-même aidé à leur acheter et a annoncé qu'il avait un dîner d'affaires urgent. Au 402 Villordure qui a failli tuer ma fille d'épuisement aujourd'hui. Et prépare le café, parce que j'arrive chez toi. Cette nuit, on ne dort pas. Cette nuit, on va tracer le plan pour détruire un homme au point de lui ôter toute envie de vivre. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en arrivant chez votre compadre et en ouvrant ce contrat de location? Vous lui auriez cassé la gueule, à ce gendre, ou vous auriez monté un piège juridique parfait? Dites-le moi en commentaire, que je sache si vous êtes de mon côté. Et si vous voulez savoir comment nous avons exécuté l'expulsion, comment nous avons humilié la maîtresse, et comment nous avons laissé Osvaldo pleurer sur le trottoir avec des sacs poubelles noirs, dites-moi si je poste la deuxième partie tout de suite. Il l'obligeait à travailler 14 heures par jour pendant qu'il claquait 15 000 pesos par mois pour sa maîtresse. C'est ton devoir de m'entretenir, c'est à ça que sert une épouse. Lui a-t-il hurlé au visage pendant qu'elle, les yeux creusés par l'épuisement, mangeait un morceau de pain rassis dans la cuisine. J'ai tout entendu. J'ai souri en silence, je suis sorti, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un vieil ami à moi, le véritable propriétaire de l'immeuble de luxe où vivait sa maîtresse. Quand ils sont arrivés, des heures plus tard, chargés de sacs de boutiques de créateurs, ils sont restés muets en voyant la porte ouverte et la police qui les attendait. Mais, avant de vous raconter exactement comment je les ai laissés à la rue, sans un sou, il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés à cet enfer. Avez-vous déjà vu votre propre sang se faner sous vos yeux à cause d'un parasite? Je m'appelle Brolio. J'ai 58 ans, les mains couvertes de cicatrices de soudure et un atelier de ferronnerie qui m'a coûté une vie à bâtir. Ma fille, Adelaida, c'était ma fierté. Une infirmière travailleuse, honnête, qui a épousé Osvaldo il y a 3 ans. Osvaldo, lui, a toujours été ce genre d'homme aux belles paroles, au costume trop cintré et à la montre qui brillait plus fort que son envie de travailler. Tout a explosé un mardi soir. J'étais allé les voir dans leur appartement en location. L'endroit sentait l'humidité et la peinture tombait des murs par plaques. En entrant dans la cuisine, j'ai trouvé ma petite. Assise devant une table en plastique, en uniforme d'hôpital taché d'iode et de sang, elle mâchait un petit pain froid. Ses mains tremblaient. Je me suis approché pour la prendre dans mes bras, mais à cet instant-là, la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup. Osvaldo en est sorti. Il portait une chemise de marque fraîchement repassée, les cheveux impeccablement coiffés, enveloppés dans un nuage de parfum hors de prix. « Tu n'as pas repassé ma veste ?» a-t-il demandé, en m'ignorant complètement. « J'ai besoin de 2000 pesos pour l'addition du restaurant », a-t-il exigé en tendant la main. Adelaida a levé les yeux, rougit. D'une voix brisée, elle lui a expliqué qu'elle rentrait à peine d'un service de 10 heures à l'hôpital et qu'ensuite, elle avait encore couvert 4 heures à la boulangerie du coin parce qu'il n'avait même plus de quoi payer l'électricité. Osvaldo a soufflé, a rajusté les poignets de sa chemise et l'a regardé avec dégoût. « Le marché est très difficile, Adelaida. Mon entreprise a coulé, je te l'ai dit 1000 fois. Je cherche des investisseurs pour remonter la pente. Il faut que je donne une bonne image. C'est ton devoir de m'entretenir le temps qu'on passe ce mauvais moment, alors ne te plains pas. C'est ça, le mariage. » Il a pris les clés de la voiture que j'avais moi-même aidé à leur acheter et a annoncé qu'il avait un dîner d'affaires urgent. « J'ai besoin de 2000 pesos pour l'addition du restaurant », a-t-il exigé en tendant la main. « Je ne les ai pas », a murmuré Adelaida en baissant les yeux. « Je n'ai que 500 pesos pour la nourriture de toute la semaine. » Osvaldo a frappé la table de sa paume ouverte. Le verre d'eau de ma fille a sursauté. « Tu ne sers à rien. Je te dis que c'est un investissement. Si je ne conclus pas cet accord ce soir, on va continuer à vivre dans ce trou à cause de toi. » Il lui a arraché le billet de 500 pesos de la poche de son tablier, a quitté la cuisine en claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Je suis resté seul, avec ma fille dans cette cuisine glaciale. Le contraste m'a frappé en pleine poitrine, comme un coup de marteau. Ma fille portait des chaussures blanches d'infirmière fendues sur les côtés, recollées avec du sparadrap médical. L'homme, ruiné, qui venait de sortir, sentait un parfum à 3000 pesos. Ma fille, ai-je dit en m'asseyant près d'elle et en prenant ses mains rêches dans les miennes, « Depuis combien de temps vous vivez comme ça ?»« Je ne les ai pas, » a murmuré Adelaida en baissant les yeux. « Je n'ai que 500 pesos pour la nourriture de toute la semaine. » Adelaida s'est mise à pleurer. Un pleur silencieux, étouffé, de ceux qui vous déchirent l'âme. Elle m'a avoué que cela durait depuis 4 mois. Osvaldo,
lui avait raconté que son petit cabinet de conseil avait fait faillite. Depuis, c'était elle qui payait les 8000 pesos de loyer de l'appartement, la nourriture, les factures et, en plus, elle lui donnait de l'argent liquide chaque semaine pour ses prétendues réunions. Si elle refusait, il lui infligeait le silence pendant des jours, l'humiliait à cause de son poids, lui disait qu'elle était grosse, négligée, qu'aucune femme accomplie ne ressemblait à ça. Le lendemain, cette image ne m'est pas sortie de la tête. J'ai fermé l'atelier plus tôt et je suis allé chercher Adélaïda à son deuxième travail. Elle bossait comme caissière dans une grande boulangerie du centre. J'y suis arrivé à 8 heures, en plein coup de feu. Il y avait une file de 20 personnes. Ma fille était à la caisse. Ses gestes étaient mécaniques, lents. Ses yeux semblaient s'enfoncer dans son crâne. Tout à coup, une cliente a fait tomber un billet. Adélaïda s'est baissée pour le ramasser et ne s'est pas relevée. Ses genoux ont lâché. Elle a dû s'agripper au comptoir pour ne pas s'écraser de tout son long sur le carrelage. J'ai couru vers elle, sauté derrière le comptoir et je l'ai retenue par les bras. Le gérant de la boulangerie est sorti du bureau du fond, les sourcils froncés. « Adélaïda, si tu t'endors debout, autant rentrer chez toi, la file n'avance pas », a hurlé cet homme. Je n'ai pas laissé ma fille répondre. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle rentre chez elle tout de suite et vous lui payez sa journée entière, ou je vous éclate cette caisse enregistreuse sur le crâne. L'homme a reculé d'un pas et n'a plus rien dit. J'ai retiré son tablier à ma fille et je l'ai emmenée. Je l'ai installée dans mon pick-up. Je lui ai acheté une bouteille de jus et des tacos dans la rue. Pendant qu'elle mangeait avec désespoir, son téléphone a sonné. C'était Osvaldo. On entendait sa voix clairement à travers le haut-parleur de son portable cassé. Osvaldo a frappé la table de sa paume ouverte. Le verre d'eau de ma fille a sursauté. « Tu sors à quelle heure de la boulangerie ? J'ai besoin que tu passes au distributeur. L'investisseur m'a planté et j'ai dû payer un taxi pour rentrer. Je n'ai plus de liquide. En plus, ma mère vient dîner dimanche. Il faut que tu achètes de la viande et du vin, a-t-il dit d'un ton autoritaire. Oui, Osvaldo, je viens de sortir. Je passe au distributeur tout de suite, a répondu Adélaïda d'une voix tremblante, en regardant par la fenêtre pour éviter mon regard. Puis elle a raccroché. Ce dimanche-là, j'ai avalé ma fierté et je suis allé dîner chez eux. Je voulais voir de près le monstre qui dévorait ma fille. J'y suis arrivé à 10 à 9 heures. Osvaldo était affalé sur le canapé à regarder le football, une bière importée à la main. Sa mère, Imelda, une femme hautaine chargée de bijoux fantaisie, qui se vantait toujours d'un argent qu'elle n'avait pas, trônait au bout de la table. Adélaïda est sortie de la cuisine avec un plateau de métal brûlé par l'usage. Elle avait préparé des pâtes et des filets de viande qui avaient visiblement englouti tout son salaire de la semaine. Elle a servi les assiettes. Elle ruisselait de sueur parce que ce petit appartement n'avait pas de climatisation et que la cuisinière chauffait tout l'endroit. Imelda a pris sa fourchette, a piqué un morceau de viande et l'a regardé avec dégoût. « Adélaïda, cette viande est dure comme une semelle », a-t-elle lancé à voix haute en jetant sa fourchette sur l'assiette en céramique. « Et les pâtes sont froides. Mon fils passe ses journées à chercher des opportunités à plusieurs millions. Le minimum qu'il puisse attendre en rentrant chez lui, c'est un repas chaud et digne de ce nom. Regarde-toi, tu sens le chlore d'hôpital et tu as les cheveux sales. » J'ai serré les poings sous la table. J'ai regardé Osvaldo, en attendant qu'il prenne la défense de son épouse, la femme qui payait le toit sous lequel il dormait. Osvaldo a bu une gorgée de bière, sans quitter la télévision des yeux. « Ma mère a raison, Adélaïda. Il faut que tu fasses plus d'efforts pour la maison. Un homme qui a de l'ambition a besoin d'une femme qui le soutienne, pas d'un fantôme qui passe son temps à se plaindre qu'elle est fatiguée. » Adélaïda n'a rien dit. Elle a repris l'assiette de sa belle-mère et est retournée en silence dans la cuisine. Je me suis levé de table. Je n'ai pas touché au repas. « Merci pour l'invitation », ai-je dit d'une voix sèche. « Tu ne sers à rien. Je te dis que c'est un investissement. Si je ne conclus pas cet accord ce soir, on va continuer à vivre dans ce trou à cause de toi. » Je suis sorti de cet appartement avec l'impression que ma poitrine allait exploser de rage. En rentrant chez moi, les souvenirs ont commencé à me frapper. Des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer pour ne pas créer de problème dans le mariage de ma fille. Je me suis rappelé le matin, 1 an plus tôt, où Osvaldo s'était présenté dans mon atelier de ferronnerie. Il était arrivé en costume, une chemise cartonnée sous le bras. Il s'était assis face à mon bureau taché de graisse et s'était mis à me parler d'un projet d'importation de pièces automobiles. « Regardez, beau-père, ces prévisions sont sûres. J'ai les bons contacts à la douane. Il me faut juste un capital de départ de 50 000 pesos pour débloquer le premier conteneur. Dans 3 mois, je vous rends 100 000. C'est pour l'avenir d'Adélaïda, pour lui acheter une maison et qu'elle n'ait plus à travailler de nuit. » Il a pleuré. Ce salaud a versé des larmes dans mon bureau. Il m'a parlé de l'amour immense qu'il portait à ma fille. Et moi,
Comme un imbécile qui croyait encore à la parole des hommes, je suis allé à la banque le lendemain. J'ai retiré 50 000 pesos de mes économies de retraite et je les lui ai remis en liquide dans une enveloppe jaune. 3 mois ont passé, puis 6. Quand je lui ai demandé l'argent, il m'a raconté que le conteneur s'était perdu à la douane, que les avocats s'en occupaient. Je n'ai jamais revu un seul peso, et je n'en ai jamais parlé à Adélaïda pour ne pas lui briser le cœur. Et puis il y a eu cet après-midi de pluie, il y a 5 mois. Je conduisais dans le centre-ville pour aller chercher des pièces pour l'atelier. Je suis passé dans une rue pleine de mont-de-piété. À travers le pare-brise trempé de mon pick-up, j'ai vu une silhouette courbée sous la pluie, sans parapluie, en larmes devant le rideau métallique d'une boutique de prêt sur gage. C'était Adélaïda. J'ai freiné d'un coup, suis sorti en courant, et je l'ai couverte avec ma veste. « Ma fille, qu'est-ce que tu fais ici, au milieu de cet orage ?» ai-je demandé, terrifié. Elle a essayé de cacher un papier jaune dans sa poche, mais je le lui ai pris. C'était un reçu de gage. En échange de 3 000 pesos, elle avait laissé une paire de boucles d'oreilles anciennes en or serti d'émeraude. Ces boucles d'oreilles, c'était le seul cadeau de valeur que j'avais offert à ma femme aujourd'hui morte. Et quand elle est partie, je les avais remises à Adélaïda. C'était son plus grand trésor. « Pourquoi tu as fait ça ?» lui ai-je crié, le cœur en miettes. Il lui a arraché le billet de 500 pesos de la poche de son tablier, a quitté la cuisine en claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Osvaldo. Osvaldo a dépassé le plafond de sa carte de crédit en achetant du stock pour l'entreprise, a-t-elle sangloté, grelottant de froid. Les agents de recouvrement ont appelé en menaçant de tout saisir aujourd'hui même. Il était si désespéré, papa. Il pleurait dans la salle de bain. Il a dit qu'il se tuerait s'il l'envoyait en prison pour dette. Je n'avais pas le choix. Je vais les récupérer, je te le jure. Je ferai encore plus de double service. J'ai couru jusqu'à la porte du mont-de-piété et frappé contre la vitre. Le gérant est sorti. Je lui ai mis 5 000 pesos dans la main en lui demandant de me rendre les boucles d'oreilles. L'homme m'a regardé avec pitié. « Monsieur, ces boucles n'ont pas été mises en gage. Elles ont été vendues au poids. Je les ai envoyées à la fonderie il y a 20 minutes. Elles n'existent plus. Je suis sorti de là avec l'impression qu'on m'avait arraché un morceau de ma propre histoire. » Adélaïda a pleuré serrée contre moi dans le pick-up pendant des heures. Tout cela me revenait en tête, et moi j'avais ravagé ma colère de l'intérieur pour protéger ma fille. Mais tout être humain a un point de rupture. Et le mien est arrivé le jeudi suivant, quand le véritable enfer s'est déchaîné. J'étais en train de souder un énorme portail, coulissant à l'arrière de l'atelier. Le bruit était assourdissant. J'ai vu l'un de mes ouvriers courir vers moi en agitant les bras. J'ai coupé le poste. « Maître Broglio, c'est l'hôpital. Ils appellent de l'hôpital général, c'est à propos de votre fille ?» a crié le garçon. J'ai laissé tomber mon masque de soudeur. J'ai attrapé le téléphone du bureau. La voix de la surveillante infirmière à l'autre bout sonnait pressée. « Monsieur Broglio, votre fille Adélaïda vient de faire une syncope dans le couloir des urgences. Elle s'est effondrée pendant qu'elle transportait un patient. Elle a la tension à 8/5. Elle est sévèrement déshydratée et présente une anémie grave. Son corps a tout simplement lâché. Nous devons l'admettre en soins intermédiaires, mais elle n'avait pas sa carte d'assurance santé complémentaire. Nous avons essayé d'appeler son mari, Monsieur Osvaldo, plus de 15 fois, mais ça tombe directement sur la messagerie. Si nous n'avons pas la police d'assurance dans l'heure, nous devrons la transférer à l'hôpital public saturé de l'autre côté de la ville, et dans son état, c'est très dangereux. Je suis resté seul avec ma fille dans cette cuisine glaciale. Le contraste m'a frappé en pleine poitrine comme un coup de marteau. Ma fille portait des chaussures blanches d'infirmière fendues sur les côtés, recollées avec du sparadrap médical. L'homme, ruiné, qui venait de sortir, sentait un parfum à 3 000 pesos. J'arrive. C'est tout ce que j'ai pu dire. J'ai roulé en grillant tous les feux rouges. Je suis arrivé aux urgences les mains pleines de graisse. J'ai vu ma fille à travers la vitre d'une salle de déchocage. Elle était branchée à 3 poches de perfusion, pâle comme un cadavre, les lèvres violettes, un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage. Le médecin est sorti avec sa planchette. Elle est stable pour le moment, mais son cœur tournait à sa limite. Si elle ne se repose pas un mois complet, le prochain malaise sera un infarctus massif. « Vous avez la police d'assurance ?» « Non, ai-je répondu, la gorge nouée. Elle doit être à son appartement. Je vais aller la chercher. » J'ai couru jusqu'au parking. J'ai appelé Osvaldo en démarrant le pick-up. Premier appel, messagerie. Deuxième appel, messagerie. 10e appel, messagerie. Ma fille se battait pour sa vie sur un brancard d'acier, et ce parasite de malheur avait disparu. Je suis arrivé à l'appartement qu'il louait. Heureusement, j'avais un double des clés qu'Adélaïda m'avait donné en cas d'urgence. Je suis entré. L'endroit était un chaos suffocant. Des assiettes sales de 3 jours s'empilaient dans l'évier, des cartons de pizza vides traînaient sur le sol du salon, et une odeur de bière éventée flottait dans l'air.
Osvaldo n'avait pas levé le petit doigt pour faire le ménage. Je suis allé tout droit dans la chambre principale. Le lit était défait. J'ai fouillé dans les tiroirs de la table de nuit d'Adelaida. Rien. Seulement des cachets pour le mal de tête et des factures d'électricité en retard. Je suis passé à la table de nuit d'Osvaldo. J'ai ouvert le premier tiroir. J'y ai trouvé une boîte noire avec le logo Rolex. Je l'ai ouverte. Il n'y avait pas de montre, mais un reçu d'achat. 120 000 pesos. Payé en liquide, 3 mois plus tôt. J'ai dégluti. J'avais la tête qui tournait. L'homme prétendument ruiné achetait des montres de luxe. J'ai refermé le tiroir sèchement et ouvert le second. Il y avait de la lingerie masculine raffinée et 3 bouteilles de parfum neuves, encore emballées. J'ai remué le tiroir avec désespoir à la recherche du dossier de documents de ma fille. En glissant la main tout au fond, mes doigts ont heurté quelque chose de lisse et métallique. Je l'ai sorti. C'était un iPad Pro récent. L'écran était sale, couvert de traces de doigts. En le bougeant, il s'est allumé. 15% de batterie. Aucun code de verrouillage. En faisant glisser mon doigt, l'appareil s'est ouvert directement sur WhatsApp. Ma fille, ai-je dit en m'asseyant près d'elle et en prenant ses mains rêches dans les miennes, depuis combien de temps vous vivez comme ça? J'ai failli le verrouiller pour reprendre mes recherches, mais un nom, dans la liste des conversations récentes, a aussitôt attiré mon attention, épinglé tout en haut. Yaritza Amor. Cette conversation ne datait pas d'hier, ni même d'une semaine. Il y avait des messages d'il y a 10 minutes. Osvaldo était en ligne. Mes doigts épais, usés par le travail, ont touché l'écran pour ouvrir le fil. Ce que j'ai lu pendant les 5 minutes suivantes a effacé le monde autour de moi. Je n'entendais plus que le battement furieux de mon propre sang dans mes oreilles. « Bébé, l'infirmière a déjà fait le virement ?» demandait un message de Yaritza envoyé ce matin même. « Oui, ma reine, l'argent de ces doubles services est tombé. Avec ça, on boucle ce mois-ci. T'inquiète pas, » avait répondu Osvaldo. J'ai continué à faire défiler la conversation. Des dizaines de photos. Yaritza était une jeune fille d'environ 23 ans, avec des extensions dans les cheveux, des ongles longs soigneusement manucurés et les lèvres peintes en rouge. Sur les photos, elle posait devant les miroirs de restaurants coûteux, exhibant des sacs de marque. Sur une autre, elle était assise sur les genoux d'Osvaldo, en terrasse, face à la ville. Osvaldo souriait avec une arrogance que je ne lui avais jamais vue. Il avait l'air détendu, puissant. « Regarde les chaussures que j'ai vues au centre commercial, mon amour. Elles coûtent 8 000. Tu me les offres pour nos 6 mois ?» écrivait Yaritza. « Bien sûr, ma belle. Demain, quand l'idiote touchera son salaire de la boulangerie, je lui dirai que l'avocat me réclame une amende pour l'entreprise et je t'envoie l'argent sur ta carte, » répondait Osvaldo. Ma fille était en train de s'effondrer d'anémie, et cet animal utilisait son argent pour acheter des chaussures à 8 000 pesos à sa petite prostituée privée. J'ai senti l'air me manquer. Je me suis assis au bord de ce lit sale. Mais le coup final, ce n'était pas les textos. C'était un message vocal qu'Osvaldo venait d'envoyer 20 minutes plus tôt à peine. Pendant que les médecins mettaient un masque d'oxygène sur le visage d'Adelaida, lui envoyait ça. Adelaida s'est mise à pleurer. Un pleur silencieux, étouffé, de ceux qui vous déchirent l'âme. Elle m'a avoué que cela durait depuis 4 mois. Osvaldo lui avait raconté que son petit cabinet de conseil avait fait faillite. Depuis, c'était elle qui payait les 8 000 pesos de loyer de l'appartement, la nourriture, les factures, et, en plus, elle lui donnait de l'argent liquide chaque semaine pour ses prétendues réunions. Si elle refusait, il lui infligeait le silence pendant des jours. J'ai appuyé sur lecture. Le volume de l'iPad était au maximum. La voix d'Osvaldo a résonné dans la chambre, nette, claire, répugnante. « J'ai déjà payé les 15 000 pesos du loyer de l'appart pour ce mois, ma reine. C'est réglé aujourd'hui, en liquide. Je suis allé au distributeur retirer ce que ma grosse de femme m'a transféré. Elle croit toujours que je suis en faillite complète et que je rembourse les dettes de l'entreprise pour éviter la prison. Elle ne fait que pleurer et se plaindre qu'elle est fatiguée. Son odeur d'hôpital me sort par les yeux. Achète-toi la robe que tu voulais. Je te retrouve dans 1 heure dans notre petit nid. Prépare-toi, ce soir on fête ça avec du bon vin. » Fin du message. 15 000 pesos. 15 000 foutus pesos de loyer. Moi, j'en payais 4 000 pour l'atelier. Adelaida en payait 8 000 pour cette porcherie où elle pourrissait à petit feu. Et lui déboursait presque le double pour entretenir un appartement de luxe où il allait coucher avec une autre femme, le tout financé par la sueur, le sang et les évanouissements de ma petite. J'ai regardé le tube de fer rouillé posé dans un coin de la chambre, près de la fenêtre. J'ai été à une seconde de le saisir, de remonter dans mon pick-up, de localiser le téléphone d'Osvaldo et de lui briser les genoux et les bras jusqu'à le laisser dans un fauteuil roulant pour le restant de sa misérable existence. Mes muscles se sont tendus. La rage était un poison brûlant dans mes veines. Mais j'ai fermé les yeux, j'ai respiré.
Lui casser les os m'enverrait en prison. Adélaïda resterait seule, couverte de dettes, sans personne pour s'occuper d'elle, et légalement liée à un infirme. Non, la douleur physique passe, les os se ressoudent. Mais la faim, l'humiliation et la ruine absolue, ça dure toujours. Un parasite comme Osvaldo n'a pas peur des coups. Il a peur d'être pauvre, d'être un moins que rien, que le monde découvre le ver qu'il est vraiment. Je me suis levé. J'ai commencé à remonter les messages à la recherche d'une adresse. Il me fallait savoir où se trouvait ce nid à rats. J'ai fait glisser l'écran jusqu'au message du mois précédent. J'y ai trouvé un PDF. Un reçu numérique de charge que Osvaldo avait transféré à Yaritza pour qu'elle le montre aux agents de sécurité de l'immeuble. Je l'ai ouvert. En lettres dorées, l'entête disait « Condominio Alta Vista, appartement 402, locataire, Osvaldo, statut du paiement, réglé en liquide. » L'humilier à cause de son poids, lui disait qu'elle était grosse, négligée, qu'aucune femme accomplie ne ressemblait à ça. J'ai lu le nom de l'immeuble 3 fois. Condominio Alta Vista. Je connaissais ces tours de verre du nord de la ville. Des immeubles blindés, avec piscine, salle de sport et sécurité privée armée. Mais ce qui m'a fait sourire pour la première fois de la nuit, ce n'était pas le luxe de l'endroit, c'était un nom. Je savais parfaitement qui avait construit ces immeubles et qui possédait 90% de ces tours résidentielles. Fidencio. Mon compadre Fidencio. L'homme avec qui j'avais porté des sacs de cime sur le dos sur les chantiers il y a 30 ans. L'homme qui s'était cassé le dos à travailler comme maçon à mes côtés, qui avait économisé, acheté des terrains et était devenu millionnaire quand la ville s'était étendue vers le nord. Fidencio avait assez d'argent pour tapisser sa maison de billets, mais il n'avait jamais perdu les pédales. Tous les dimanches, sans faute, il débarquait à mon atelier dans son 4x4 blindé, s'asseyait sur une caisse à outils retournée et on descendait un pack de bière bon marché en se souvenant du bon vieux temps. L'ironie du destin est l'arme la plus létale de l'univers. Osvaldo, dans son arrogance sans borne, avait loué cet appartement via une agence immobilière tierce pour éviter que son nom n'apparaisse sur un compte bancaire qu'Alondra aurait pu voir. Il n'avait pas la moindre idée que le véritable propriétaire des murs où il se cachait avec sa maîtresse, le propriétaire du toit qui le couvrait, était le meilleur ami du beau-père qu'il prenait pour un idiot aux mains sales. J'ai retrouvé la police d'assurance d'Adélaïda derrière le lit. Je suis sorti de l'appartement d'Osvaldo et j'ai refermé à clé. J'ai roulé jusqu'à l'hôpital. J'ai remis les papiers à l'accueil. Je suis entré dans la chambre de ma fille. Elle allait déjà un peu mieux. Elle dormait profondément à cause des sédatifs. Je l'ai embrassée sur le front. « À partir d'aujourd'hui, plus personne ne te fera de mal, ma fille, » lui ai-je murmuré à l'oreille. Il était 11 heures du soir. Je suis sorti de l'hôpital, je suis remonté dans mon pick-up et je ne suis pas allé à la police. Je n'ai pas appelé mon avocat. J'ai composé le numéro personnel de Fidencio. Il a décroché à la 4e sonnerie, la voix épaisse et rauque de sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a, Braulio ? Il est tard, compadre. Tout va bien ?» Le véritable propriétaire de l'immeuble de luxe où vivait sa maîtresse. Quand ils sont arrivés, des heures plus tard, chargés de sacs de boutiques de créateurs, ils sont restés muets en voyant la porte ouverte et la police qui les attendait. Mais avant de vous raconter exactement comment je les ai laissés à la rue, sans un sou, il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés à cet enfer. Le lendemain, cette image ne m'est pas sortie de la tête. J'ai fermé l'atelier plus tôt et je suis allé chercher Adélaïda à son 2e travail. Elle bossait comme caissière dans une grande boulangerie du centre. J'y suis arrivé à 10 à 8 heures, en plein coup de feu. Il y avait une file de 20 personnes. Ma fille était à la caisse. Ses gestes étaient mécaniques, lents. Ses yeux semblaient s'enfoncer dans son crâne. Tout à coup, une cliente a fait tomber un billet. « Fidencio, mon frère », ai-je dit en allumant le moteur et en appuyant à fond sur l'accélérateur dans l'avenue vide. « Il faut que tu te lèves. Passe-toi de l'eau sur le visage et allume l'ordinateur de ton bureau. Je veux que tu sortes le dossier complet des locataires de ton immeuble à Alta Vista, plus précisément de l'appartement 402. À cette heure-ci ? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel, au 402, Broglio ? A demandé Fidencio, déjà plus éveillé, en entendant l'urgence dans ma voix. Au 402 vit l'ordure qui a failli tuer ma fille d'épuisement aujourd'hui. Et prépare le café, parce que j'arrive chez toi. Cette nuit, on ne dort pas. Cette nuit, on va tracer le plan pour détruire un homme au point de lui ôter toute envie de vivre. Je suis arrivé chez Fidencio après minuit. Le portail électrique de sa villa s'est ouvert à peine le nez de mon pick-up apparu. Mon compadre m'attendait dans son bureau, une immense pièce pleine de livres qu'il ne lisait jamais, mais avec un bureau en acajou massif. Posé dessus, sous la lumière jaune d'une lampe, il y avait un dossier en papier craft. Fidencio portait un gant et une chemise froissée. Il tenait une tasse de café noir dans une main et un cigare à moitié allumé dans l'autre.
Il n'y a pas eu de salutation, pas le temps pour les politesses. Je suis allé droit à la chaise face à lui, j'ai jeté l'iPad d'Osvaldo sur le bois et j'ai lancé le message vocal. La voix de mon gendre appelant sa maîtresse, ma reine, et se moquant des 15 000 pesos de loyer a rempli le bureau. Fidencio n'a pas bronché. Il a mâchonné le bout de son cigare, a regardé l'écran allumé puis a lâché un long soupir qui sonnait comme un orage. Il a ouvert le dossier Kraft et me l'a poussé sur le bureau. C'était là. Le contrat de location original de l'appartement 402 dans la Torre Esmeralda des Condominios Alta Vista. J'ai vu la signature d'Osvaldo. Il déclarait sur l'honneur être célibataire. Il avait fourni de fausses fiches de paie d'une société de conseil fantôme pour justifier de revenus très élevés. Et le plus insultant dans tout ça, il avait payé les 3 derniers mois d'avance, en liquide, 15 000 pesos chaque mois. 45 000 pesos au total. C'était le sang de ma fille, transformé en billets de 500, remis dans les bureaux de mon compadre pour entretenir un bordel privé. Cette ordure a grogné Fidencio en écrasant son cigare dans un cendrier de cristal. Il est passé par une agence pour ne pas se montrer directement à mon administration. Il a falsifié des documents financiers. Et il a installé une 3e personne qui n'est pas enregistrée dans le contrat de sécurité de l'immeuble. Broglio, si tu me donnes ta parole tout de suite, j'envoie 4 de mes agents armés. Ils entrent, le traînent dans le couloir, lui brisent les dents sur le trottoir et balancent sa traînée dans la rue en sous-vêtements. Personne ne se moque de mon compadre. Personne. L'animal en moi hurlait d'accepter. J'avais envie de voir Osvaldo cracher du sang. Mais j'ai fermé les yeux et j'ai secoué la tête. Adelaida s'est baissée pour le ramasser et ne s'est pas relevée. Ses genoux ont lâché. Elle a dû s'agripper au comptoir pour ne pas s'écraser de tout son long sur le carrelage. Non, Fidencio. Si tu le sors à coups de poing, ce sera lui la victime. Il ira à la police, il te collera une plainte pour coup et expulsion illégale avec les avocats minables qu'il connaît. Il ira voir Adelaida et il la manipulera en lui faisant croire que son père sauvage a détruit le pauvre petit entrepreneur. Cette tique, il faut l'arracher avec la loi à la main. Je veux l'asphyxier financièrement. Je veux qu'il voie son monde de mensonges brûler pendant qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Donne-moi le pouvoir, compadre. Fidencio m'a regardé droit dans les yeux, a vu le froid métallique dans mon regard, puis a acquiescé. À 8 heures du matin le lendemain, nous n'étions pas couchés. Nous étions assis dans le bureau du notaire principal de Fidencio. Mon compadre n'a pas lésiné. Il a signé une procuration notariale large et absolue à mon nom. Un document légal irréfutable qui me nommait administrateur et mandataire unique de la Torre Esmeralda, avec plein pouvoir pour résilier des contrats, exécuter des expulsions extrajudiciaires pour fraude et saisir des biens pour manquement aux obligations. Le notaire a apposé son sceau. J'ai senti le poids des feuilles dans ma main. C'était une guillotine de papier. Je suis sorti du cabinet et j'ai appelé Maître Rojas, l'avocat de mon atelier. Je lui ai expliqué la situation du compte bancaire commun qu'Alondra partageait avec Osvaldo, celui sur lequel elle faisait verser ses salaires. L'avocat a frappé juste. Nous avons déposé une alerte urgente pour suspicion de fraude et d'usurpation d'identité, en prenant pour preuve les versements de salaire de ma fille et les retraits massifs en liquide qu'Osvaldo faisait presque à la minute même. La banque a déclenché son protocole de sécurité. En moins de 3 heures, les cartes de crédit et de débit d'Osvaldo n'étaient plus que de vulgaires morceaux de plastique inutiles. La toile était tissée. Le piège était refermé. Il ne restait plus qu'à réveiller la victime. J'ai repris la route vers l'hôpital. Alondra était déjà assise sur son lit. On lui avait retiré la perfusion, mais sa peau restait translucide. Quand elle m'a vu entrer, elle a essayé de forcer un sourire, demandant si Osvaldo avait fini par répondre, s'il n'était pas trop stressé par sa faillite. Je ne lui ai pas répondu. J'ai signé sa sortie contre l'avis des infirmières, je l'ai prise par le bras, et je l'ai installée dans mon pick-up. Je ne l'ai pas ramenée dans cet appartement crasseux. Je l'ai emmenée chez moi, dans la chambre où elle avait grandi. Je lui ai demandé de s'asseoir au bord du lit. « Ma fille », ai-je dit en sentant les mots me brûler la gorge, « je vais te montrer quelque chose. Ça va te détruire. Ça va te faire plus mal encore que l'épuisement qui t'a mené à l'hôpital. Mais il faut que tu le voies pour que tu arraches cette infection de ta vie pour toujours. » J'ai mis l'iPad d'Osvaldo dans ses mains. Je l'ai déverrouillé. J'ai ouvert le chat de Yaritza Amor. Alondra a regardé l'écran. Au début, son cerveau refusait de comprendre. Elle a vu les photos de la jeune femme, les robes moulantes, les restaurants aux nappes blanches, les sacs de créateurs. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu la photo de cette fille assise sur les genoux de son mari, l'homme qui lui exigeait de manger des restes pour sauver l'entreprise. J'ai couru vers elle, sauté derrière le comptoir, et je l'ai retenue par les bras. Le gérant de la boulangerie est sorti du bureau du fond, les sourcils froncés. Puis j'ai lancé le message vocal.
La voix d'Osvaldo, appelant l'autre femme « marraine » et se vantant des 15 000 pesos payés en liquide, arrachés aux veines de ma fille, a frappé les murs de la chambre. Alondra a laissé tomber l'iPad sur la couverture. Elle a porté ses 2 mains à sa bouche. Un son étouffé lui est sorti, comme celui d'un animal blessé. Son estomac s'est contracté. Elle a couru jusqu'à la salle de bain et a vomi jusqu'à se vider entièrement. Je suis resté sur le pas de la porte, à écouter ses sanglots sans air, en la laissant se purger de l'intérieur. Elle est restée à genoux devant les toilettes pendant une demi-heure. Quand elle s'est enfin relevée pour se laver le visage au lavabo, la femme qui m'a regardé dans le miroir n'était plus ma petite fille terrorisée. Ses larmes avaient séché. Ses yeux, autrefois creusés et tristes, étaient devenus 2 silex aiguisés. La victime était morte. La fureur venait de naître. Elle a marché vers moi d'un pas ferme. « Elles sont où? Les clés de mon ancien appartement ?» a-t-elle demandé d'une voix si froide qu'elle glaçait le sang. « On va chercher mes affaires. » Nous sommes retournés dans cette porcherie. Alondra n'a plus versé une seule larme. Elle est entrée dans la chambre principale et a sorti 2 vieilles valises en toile. Elle a rangé ses uniformes blancs, ses vêtements usés, ses livres de médecine et quelques photos. Elle a ignoré totalement les costumes repassés d'Osvaldo, ses cravates de soie et ses chaussures italiennes. Elle a tout laissé pendu dans l'armoire. Avant de sortir, elle a tiré de son sac les formulaires de divorce express pour abandon et fraude que Maître Rojas nous avait imprimés. Elle les a posés sur la table de la cuisine, exactement à côté du morceau de pain rassis qu'elle mangeait l'autre soir. Sur les papiers, elle a déposé une seule pièce de 10 pesos. Pour son billet de bus, a-t-elle murmuré en refermant la porte sans se retourner. Mais la vraie vengeance ne se sert pas dans un appartement vide. Elle se sert au cœur même de l'arrogance de l'ennemi. C'était vendredi soir. Osvaldo ne travaillait jamais le week-end. Il disait que le cerveau d'un entrepreneur avait besoin de repos. Fidencio m'a envoyé un message à 20h. Mon chef de sécurité de la Torre Esmeralda confirme. La cible est arrivée il y a 40 minutes avec la femme. Ils ont monté des sacs du centre commercial et 3 bouteilles de vin rouge. Adelaida, si tu t'endors debout, autant rentrer chez toi, la file n'avance pas, a hurlé cet homme. J'ai pris la route vers le nord de la ville. Alondra était assise sur le siège passager, regardant les lumières de l'avenue défiler, dans un silence absolu, mortel. Nous sommes arrivés devant les immenses portes vitrées des condominios Alta Vista. Fidencio nous attendait déjà dans le parking souterrain VIP, appuyé contre le capot de son véhicule. À côté de lui, il n'y avait pas de simples agents de sécurité privés. Il avait amené 2 officiers de la police civile d'État, en uniforme et armés, requis légalement pour attester et exécuter un ordre d'expulsion extrajudiciaire pour fraude. Fidencio a hoché la tête en me voyant. Nous sommes montés dans l'ascenseur de verre qui grimpait le long de la façade. Les chiffres rouges s'allumaient. 1, 2, 3, 4. J'avais l'estomac en vrac, mais le pouls ferme. Nous sommes sortis dans un couloir impeccable, tapissé, qui sentait la vanille et le propre hors de prix. Nous nous sommes arrêtés devant la lourde porte en acajou de l'appartement 402. On entendait la musique reggaeton étouffée depuis l'intérieur et le rire aigu, tapageur de Yaritza. J'ai regardé Alondra. Elle m'a rendu mon regard et a acquiescé légèrement. J'ai levé mon poing, le poing d'un ferronnier habitué à tordre le métal à chaud, et j'ai frappé 3 fois. Les coups ont résonné comme des détonations dans le couloir silencieux. La musique s'est coupée net. Des pas précipités. Le verrou a fait clic, métallique, et la porte s'est ouverte. Il était là. Osvaldo. Il portait un peignoir de soie noire sur son pantalon habillé, un verre de vin rouge dans la main gauche et un sourire satisfait qui s'est figé sur ses lèvres à la milliseconde où ses yeux ont reconnu mon visage. Toute couleur a fui sa peau. Il est devenu blanc, pâle comme du papier. Il a cligné 3 fois des yeux, reculant par pur instinct animal devant le mur humain formé par moi, ma fille, mon compadre et 2 policiers armés. Derrière lui, l'appartement était un spectacle obscène. Canapé en cuir blanc, écran de 70 pouces, éclairage intelligent et baies vitrées du sol au plafond sur toute la ville illuminée. « Beau-père » a bredouillé Osvaldo. Sa voix s'est cassée dans les aigus. Ses yeux sont passés de moi à Alondra. « Mon amour, Alondra, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Je te cherchais. C'est l'appartement d'un investisseur important. Je suis venu conclure le contrat qui va nous sortir de la misère et... Ferme ta putain de bouche. » L'ai-je coupé en poussant la porte avec l'épaule et en entrant sans demander la permission. Les officiers sont entrés derrière moi, sécurisant l'entrée. Osvaldo a reculé en trébuchant, renversant du vin rouge sur le tapis immaculé. Depuis le couloir de la cuisine américaine, Yaritza est apparue. Elle portait une robe rouge minuscule et un collier étincelant autour du cou. Je n'ai pas laissé ma fille répondre. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Mais qu'est-ce qui se passe, bébé? C'est qui »
C'est Jean, la femme de ménage, a piaillé la fille en serrant son téléphone. Alondra n'a laissé personne parler. Elle a marché droit vers le salon, avec un calme terrifiant. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de Yaritza, l'a regardée de haut en bas avec un mépris absolu et a levé la main pour désigner le sac en cuir posé sur le comptoir de la cuisine. « Je ne suis pas la femme de ménage », a dit Alondra, d'une voix ferme comme un bloc de glace. « Je suis l'infirmière stupide qui a travaillé 14 heures par jour cette semaine pour que ton bébé puisse payer ce sac avec mon compte salaire. » Yaritza a ouvert les yeux à s'en décrocher les orbites. Elle a regardé Osvaldo, attendant que le grand homme d'affaires démente cette femme en vêtements simples. Mais Osvaldo tremblait. « Vous n'avez pas le droit d'entrer ici !» a crié Osvaldo, en essayant de retrouver une autorité de pacotille. « C'est une violation de domicile. Je vais appeler mon avocat et vous faire mettre en prison. Sortez de chez moi. » Fidencio, resté adossé à l'encadrement de la porte, a lâché un rire rauque. Il a fait un pas en avant en retirant son cigare des lèvres. « Chez toi ?» a dit mon compadre en plantant ses yeux sombres dans ceux d'Osvaldo. « Tu n'es même pas propriétaire de l'air que tu respires ici, parasite. Le propriétaire exclusif de la Torre Esmeralda, c'est moi. Et tu as signé un contrat avec moi en présentant de faux revenus, en te déclarant célibataire et en installant des occupants non enregistrés. Tu as commis une fraude immobilière. » Fidencio m'a désigné avec son cigare. « Et au cas où tu saurais pas lire, le nouvel administrateur général de mes propriétés, M. Broglio, vient de résilier ton contrat pour fraude. J'ai sorti le dossier notarié de ma veste et je l'ai lancé en l'air. Les papiers sont tombés éparpillés aux pieds d'Osvaldo. Il a regardé les signatures, les sceaux, puis nous. Son cerveau a enfin compris l'ampleur du piège dans lequel il se trouvait. Il était pris. Son empire de luxe financé avec le sang des autres venait de s'effondrer sur sa propre tête. Elle rentre chez elle tout de suite et vous lui payez sa journée entière, ou je vous éclate cette caisse enregistreuse sur le crâne. Vous avez exactement 15 minutes pour rassembler vos effets personnels et quitter les lieux, a annoncé l'un des policiers en avançant au milieu du salon, la main sur sa radio. L'ordre d'expulsion est immédiat. Non. Attendez, monsieur l'agent, il y a une erreur, a supplié Osvaldo en tombant à genoux. Vous ne pouvez pas me jeter dans la rue à cette heure-ci? Mes comptes bancaires sont bloqués, j'ai essayé de payer le vin et mes cartes ne sont pas passées, je n'ai nulle part où aller. C'est ton problème, ai-je répondu en le regardant de haut. Tes cartes ont été bloquées aujourd'hui à midi par la banque pour fraude sur le compte de ma fille. Mes vêtements, mes sacs? A crié Yaritza en courant vers la chambre. J'ai des chaussures hors de prix là, dedans. Alondra s'est mise en travers de son chemin. La police a dit vêtements personnels. Les chaussures, les sacs et les bijoux de créateur que tu as achetés ce mois-ci ont été payés depuis un compte qui m'appartient légalement dans le mariage. Ils restent ici comme preuve de détournement économique. Mais ils sont à moi, a hurlé la maîtresse. Le deuxième officier a fait un pas. Mademoiselle, prenez seulement des vêtements de base, ou je serai obligé de vous arrêter pour obstruction à une décision civile. Ce fut la scène la plus humiliante et la plus pathétique que j'ai vue de toute ma vie. Le grand consultant international et sa princesse, agenouillés par terre dans un appartement de luxe, a essayé d'entasser chaussettes, pantalons froissés et t-shirts transpirant dans des sacs poubelles noirs qu'un agent de sécurité de l'immeuble leur avait montés. Osvaldo pleurait. Pleurait comme un enfant lâche, morveux et vaincu. À un moment, il a rampé jusqu'au pied d'Alondra, l'homme a reculé d'un pas et n'a plus rien dit. J'ai retiré son tablier à ma fille et je l'ai emmenée, essayant de lui attraper les chevilles. « Mon amour, s'il te plaît, au nom de Dieu, écoute-moi » suppliait-il, le visage noyé de larmes. « Elle ne compte pas pour moi, c'était juste la pression de la faillite. C'est toi que j'aime, toi qui es ma femme, pardonne-moi, ne me laisse pas jeter à la rue comme un chien. » Alondra a reculé d'un pas, retirant sa jambe avec dégoût. Elle l'a regardé d'en haut. « C'est toi qui as jeté ma dignité à la poubelle tous les jours, Osvaldo. Quand tu me hurlais dessus parce que je rentrais tard du travail pour te nourrir. Quand tu m'envoyais dormir sur le vieux canapé parce que le lit te tenait trop chaud, tu es mort pour moi. Les clés de la voiture que mon père t'a prêtée. Maintenant. » Osvaldo, pris de tremblements convulsifs, a glissé la main dans la poche de son peignoir de soie et en a sorti les clés du pick-up. Il les a laissées tomber au sol, incapable de regarder Alondra en face. Au bout de 15 minutes exactement, les policiers ont pris Osvaldo par les bras et l'ont forcé à se relever. Il portait 3 sacs poubelles remplis de vêtements, un dans chaque main. Yaritza en portait 2, en pleurant, son maquillage ravagé. Ils ont marché dans le couloir de luxe escorté par la loi. Nous avons marché derrière eux. Nous sommes redescendus dans le même ascenseur de verre. Le silence était sépulcral. En arrivant à la réception, le gardien leur a ouvert la porte principale donnant sur l'avenue froide et sombre. On les a poussés dehors, sur le trottoir. Nous sommes restés derrière la vitre du hall. De l'intérieur, nous avons vu l'illusion de la maîtresse se briser.
Yaritza a jeté ses sacs noirs sur le trottoir, s'est tournée vers Osvaldo et lui a collé une gifle qui a claqué jusque dans le hall. Elle lui a craché des insultes, l'a traité d'escroc, de clochard, de menteur. Osvaldo a essayé de la retenir, mais elle lui a craché sur les chaussures, a sorti son téléphone, a arrêté un taxi qui passait et s'est volatilisé, l'abandonnant sur place. Le grand entrepreneur s'est retrouvé complètement seul au beau milieu de la nuit, serrant des sacs poubelles en plastique dans ses bras, grelottant de froid, en peignoir de soie. Fidancio a refermé la porte vitrée et a ordonné au gardien de changer tous les codes d'accès. Alondra n'est pas restée à regarder. Elle s'est simplement retournée et a marché vers le parking souterrain. Quand nous sommes montés dans mon pick-up et que j'ai refermé la portière, le silence a rempli l'habitacle. Puis j'ai entendu un bruit. J'ai cru qu'Alondra pleurait. Je me suis tourné, alarmé. Mais non, elle riait. Un rire grave, rauque, libérateur, qui lui montait du fond des poumons. Je l'ai installée dans mon pick-up. Je lui ai acheté une bouteille de jus et des tacos dans la rue. Pendant qu'elle mangeait avec désespoir, son téléphone a sonné. C'était Osvaldo. On entendait sa voix clairement à travers le haut-parleur de son portable cassé. Elle a ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Fidancio, assis derrière, a éclaté de rire lui aussi. J'ai démarré avec la poitrine gonflée comme jamais. Je les ai emmenés dîner dans un stand de tacos. Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique cassé, sur un trottoir taché de graisse. Alondra a commandé 5 tacos al pastor et un soda. Elle les a mangés avec un appétit que je ne lui avais plus vu depuis l'enfance. Ce stand de rue, qui sentait la fumée et la coriandre, c'était le plus grand banquet du monde parce qu'il avait le goût de la liberté pure et absolue. Cette nuit-là, Alondra a dormi chez moi. Le lendemain matin, elle m'a préparé le petit déjeuner en chantonnant une chanson à la radio. Mais les vermines ne meurent pas si facilement. Le samedi matin, j'étais à l'atelier. J'étais en train de souder des poutres quand un vieux pick-up a freiné brusquement dans un crissement devant le rideau métallique. C'était Imelda, la mère d'Osvaldo. Elle est descendue en écumant de rage, repoussant l'un de mes ouvriers. Derrière, elle avançait Osvaldo, dans les mêmes vêtements froissés que la veille, se frottant les bras contre le froid, utilisant sa mère comme bouclier. « Tu es un assassin, un criminel », m'a hurlé Imelda de toutes ses forces, me pointant du doigt devant les clients qui passaient dans la rue. « Tu as jeté mon fils à la rue ! Tu lui as volé ses affaires, son argent. Il a failli mourir de froid cette nuit. Quel genre de monstre tu es ? Le garçon s'est trompé, c'est un homme, il a ses écarts, mais c'est le mari de ta fille. On va te traîner en justice pour l'avoir laissé dehors. Je vais te prendre cet atelier dégoûtant. » J'ai coupé le poste à souder. Je me suis levé lentement, j'ai retiré mes gros gants de cuir et j'ai marché vers elle. Je n'ai pas élevé la voix. Mon silence pesait plus lourd que ses hurlements. Je me suis arrêté à 1 mètre de son visage hystérique. « Votre fils est un parasite qui a escroqué, humilié et failli tuer ma fille d'épuisement chronique pour entretenir une pute, » ai-je dit avec un calme glacial. Il n'y a eu aucun vol. L'expulsion était légale. Tout ce qui est resté à l'intérieur a été saisi comme pénalité contractuelle. Vous et votre fils, vous êtes des déchets. « Tu vas pourrir en prison », a-t-elle glapi, rouge de colère. « Nous avons des droits. Puisqu'on parle de droit et de loi, l'ai-je interrompu en marchant jusqu'à mon bureau de tôle rouillé. J'ai sorti un document en tête de banque, glissé dans une pochette plastique transparente. Je suis revenu et je le lui ai collé sous le nez. « Tu sors à quelle heure de la boulangerie ? J'ai besoin que tu passes au distributeur. » L'investisseur m'a planté et j'ai dû payer un taxi pour rentrer. Je n'ai plus de liquide. En plus, ma mère vient dîner dimanche. Il faut que tu achètes de la viande et du vin, a-t-il dit d'un ton autoritaire. Madame Imelda, il y a 1 an, vous êtes venue me supplier, en larmes, de me porter caution personnelle pour un prêt de 100 000 pesos afin de sauver votre misérable activité de traiteur. Vous aviez juré que nous étions une famille. Et moi, dans un moment de pure stupidité, j'ai mis l'acte de propriété de cet atelier en garantie pour que la banque vous prête cet argent. Imelda s'est tue d'un coup. Ses yeux sont tombés sur le document. Le droit bancaire est une chose merveilleuse. Ai-je continué en haussant la voix pour qu'Osvaldo m'entende clairement lui aussi. Une caution peut retirer sa signature si elle prouve que les titulaires du prêt commettent une fraude avérée qui met moralement la garantie en péril. Et hier à 10 h du matin, j'ai envoyé à la banque l'acte notarié d'expulsion pour fraude de votre fils. Le visage d'Imelda s'est transformé en masque de terreur absolue. Le directeur de la banque a bloqué ma signature de caution hier à midi. Ce que vous avez dans les mains, c'est la copie de l'avis d'exigibilité immédiate. La banque vous exige le remboursement intégral des 100 000 pesos dans les 72 prochaines heures. Si vous ne payez pas lundi à 16 h, le service de recouvrement viendra saisir les cuisinières, les tables et le véhicule de votre activité de traiteur. Je viens de vous mettre en faillite, Madame Imelda. Non. Broglio, compadre,
Tu peux pas me faire ça, a gémi la femme, perdant toute son arrogance en essayant de me saisir le bras. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas 100 000 pesos, j'arrive déjà à peine à manger. S'il te plaît, ne me ruine pas, à cause de cet imbécile. Elle s'est tournée et a frappé Osvaldo à la poitrine. Regarde dans quoi tu m'as mise, sale idiot. Vous saviez qu'il avait une maîtresse, et je répondis sans la moindre pitié. Vous veniez manger la viande que ma fille payait avec sa sueur pendant que vous couvriez votre fils. Sortez de chez moi. Et si l'un de vous deux s'approche encore à moins d'1 kilomètre de ma fille, je jure devant Dieu que la prochaine démarche ne passera pas par des avocats, mais par des outils lourds. Je les ai chassés de l'atelier. Imelda a traîné Osvaldo jusqu'au véhicule en le couvrant d'insultes, maudissant le jour où elle l'avait mis au monde. Ils ont démarré et ont disparu au coin de la rue. Moi, je me suis retourné et j'ai rallumé le poste à souder. La flamme bleue a illuminé le métal. C'était bon de nettoyer les scories. Oui, Osvaldo. Je viens de sortir. Je passe au distributeur tout de suite, a répondu Adélaïda d'une voix tremblante, en regardant par la fenêtre pour éviter mon regard. Puis elle a raccroché. 6 mois ont passé depuis ce vendredi-là. Le divorce d'Alondra a été prononcé sans la moindre difficulté, parce que Osvaldo n'avait même pas de quoi payer les photocopies du tribunal. Le juge a rejeté la demande ridicule d'Osvaldo, qui réclamait une pension alimentaire à Alondra au prétexte qu'il était au chômage et déprimé. Le juge l'a même condamné pour procédure abusive. Avec l'argent que Fidencio nous a remboursé grâce à la vente des meubles de luxe et de l'écran de 70 pouces resté saisi dans l'appartement, Alondra a enfin donné vie à son rêve. Elle a quitté l'hôpital. Elle a loué un petit local à 3 rues de mon atelier. Elle l'a peint en jaune éclatant et a ouvert sa propre pâtisserie. L'aube. Ça sent la vanille et le pain chaud toute la journée. Ses yeux brillent, ses cheveux sont redevenus beaux, et il ne reste plus rien de cette femme fanée qui mangeait du pain froid dans une cuisine sombre. Et Osvaldo? La ville est petite quand on tombe en disgrâce. La banque a saisi l'activité de traiteur d'Imelda. Il y a 1 mois, un client de l'atelier m'a raconté avoir vu un type qui ressemblait énormément à mon ex-gendre bosser dans une station de lavage sur le bord de la route. Il m'a dit que le type portait des bottes en caoutchouc fendu, un t-shirt plein de graisse, et frottait les jantes sous 40 degrés pour quelques pièces de pourboire. Le grand entrepreneur international, brisé par le savon et la crasse. L'amour d'un père, ce n'est pas seulement baisser la tête et subvenir aux besoins des siens. Parfois, aimer, c'est avoir le sang assez froid pour détruire méthodiquement celui qui fait du mal à votre famille. Les cicatrices sur mes mains ne servent pas seulement à forger l'acier. Elles servent aussi à écraser les vers qui essaient de dévorer le cœur de ma fille. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous croyez que j'ai été trop cruel en retirant jusqu'à ma caution bancaire à sa mère et en les laissant tous les deux dans la ruine la plus totale? Ou vous estimez que la justice qu'ils ont reçue était exactement à la mesure de leur arrogance et de leur avidité? Si vous avez déjà dû défendre votre propre sang contre un parasite manipulateur, dites-le moi en commentaire, j'ai envie de lire vos histoires. Et si cette histoire de vengeance implacable et de justice vous a fait bouillir le sang tout en vous laissant un sourire de victoire à la fin, laissez un bon like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à écouter des histoires vraies de justice où les méchants finissent vraiment par recevoir ce qu'ils méritent, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Avez-vous déjà vu votre propre sang se faner sous vos yeux à cause d'un parasite? Je m'appelle Brolio. J'ai 58 ans, les mains couvertes de cicatrices de soudure et un atelier de ferronnerie qui m'a coûté une vie à bâtir. Ma fille, Adélaïda, c'était ma fierté. Une infirmière travailleuse, honnête, qui a épousé Osvaldo il y a 3 ans. Osvaldo, lui, a toujours été ce genre d'homme aux belles paroles. Ce dimanche-là, j'ai avalé ma fierté et je suis allé dîner chez eux. Je voulais voir de près le monstre qui dévorait ma fille. J'y suis arrivé à 9 heures. Osvaldo était affalé sur le canapé à regarder le football, une bière importée à la main. Sa mère, Imelda, une femme hautaine chargée de bijoux fantaisie, qui se vantait toujours d'un argent qu'elle n'avait pas, trônait au bout de la table. Adélaïda est sortie de la cuisine avec un plateau de métal brûlé par l'usage. Elle avait préparé des pâtes et des filets de viande qui avaient visiblement englouti tout son salaire de la semaine. Elle a servi les assiettes. Elle ruisselait de sueur, parce que ce petit appartement n'avait pas de climatisation et que la cuisinière chauffait tout l'endroit. Imelda a pris sa fourchette, a piqué un morceau de viande et l'a regardé avec dégoût. Adélaïda, cette viande est dure comme une semelle, a-t-elle lancé à voix haute en jetant sa fourchette sur l'assiette en céramique. Et les pâtes sont froides. Mon fils passe ses journées à chercher des opportunités à plusieurs millions. Le minimum qu'il puisse attendre en rentrant chez lui, c'est un repas chaud et digne de ce nom. Regarde-toi.
Tu sens le chlore d'hôpital et tu as les cheveux sales. J'ai serré les poings sous la table. J'ai regardé Osvaldo, en attendant qu'il prenne la défense de son épouse, la femme qui payait le toit sous lequel il dormait. Osvaldo a bu une gorgée de bière sans quitter la télévision des yeux. Ma mère a raison, Adélaïda. Il faut que tu fasses plus d'efforts pour la maison. Un homme qui a de l'ambition a besoin d'une femme qui le soutienne, pas d'un fantôme qui passe son temps à se plaindre qu'elle est fatiguée. Adélaïda n'a rien dit. Elle a repris l'assiette de sa belle-mère et est retournée en silence dans la cuisine. Je me suis levé de table. Je n'ai pas touché au repas. Merci pour l'invitation, ai-je dit d'une voix sèche. Je suis sorti de cet appartement avec l'impression que ma poitrine allait exploser de rage. En rentrant chez moi, les souvenirs ont commencé à me frapper. Des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer pour ne pas créer de problème dans le mariage de ma fille. Je me suis rappelé le matin, 1 an plus tôt, où Osvaldo s'était présenté dans mon atelier de ferronnerie. Il était arrivé en costume, une chemise cartonnée sous le bras. Il s'était assis face à mon bureau taché de graisse et s'était mis à me parler d'un projet d'importation de pièces automobiles. Au costume trop cintré et à la montre qui brillait plus fort que son envie de travailler. « Regardez, beau-père, ces prévisions sont sûres. J'ai les bons contacts à la douane. Il me faut juste un capital de départ de 50 000 pesos pour débloquer le premier conteneur. Dans 3 mois, je vous rends 100 000. C'est pour l'avenir d'Adélaïda, pour lui acheter une maison et qu'elle n'ait plus à travailler de nuit. » Il a pleuré. Ce salaud a versé des larmes dans mon bureau. Il m'a parlé de l'amour immense qu'il portait à ma fille. Et moi, comme un imbécile qui croyait encore à la parole des hommes, je suis allé à la banque le lendemain. J'ai retiré 50 000 pesos de mes économies de retraite et je les lui ai remis en liquide dans une enveloppe jaune. 3 mois ont passé, puis 6. Quand je lui ai demandé l'argent, il m'a raconté que le conteneur s'était perdu à la douane, que les avocats s'en occupaient. Je n'ai jamais revu un seul peso. Et je n'en ai jamais parlé à Adélaïda pour ne pas lui briser le cœur. Et puis, il y a eu cet après-midi de pluie. Il y a 5 mois. Je conduisais dans le centre-ville pour aller chercher des pièces pour l'atelier. Je suis passé dans une rue pleine de mont-de-piété. À travers le pare-brise trempé de mon pick-up, j'ai vu une silhouette courbée sous la pluie, sans parapluie, en larmes devant le rideau métallique d'une boutique de prêt sur gage. C'était Adélaïda. J'ai freiné d'un coup, suis sorti en courant, et je l'ai couverte avec ma veste. « Ma fille, qu'est-ce que tu fais ici, au milieu de cet orage ?» ai-je demandé, terrifié. Elle a essayé de cacher un papier jaune dans sa poche, mais je le lui ai pris. C'était un reçu de gage. En échange de 3 000 pesos, elle avait laissé une paire de boucles d'oreilles anciennes en or serties d'émeraude. Ces boucles d'oreilles, c'était le seul cadeau de valeur que j'avais offert à ma femme aujourd'hui morte. Et quand elle est partie, je les avais remises à Adélaïda. C'était son plus grand trésor. « Pourquoi tu as fait ça ?» lui ai-je crié, le cœur en miettes. « Osvaldo ?» Osvaldo a dépassé le plafond de sa carte de crédit en achetant du stock pour l'entreprise, a-t-elle sangloté, grelottant de froid. Les agents de recouvrement ont appelé en menaçant de tout saisir aujourd'hui même. Il était si désespéré, papa. Il pleurait dans la salle de bain. Il a dit qu'il se tuerait s'il l'envoyait en prison pour dette. Je n'avais pas le choix. Je vais les récupérer, je te le jure. Je ferai encore plus de double service. J'ai couru jusqu'à la porte du mont-de-piété et frappé contre la vitre. Le gérant est sorti. Je lui ai mis 5 000 pesos dans la main en lui demandant de me rendre les boucles d'oreilles. L'homme m'a regardé avec pitié. Tout a explosé un mardi soir. J'étais allé les voir dans leur appartement en location. L'endroit sentait l'humidité et la peinture tombait des murs par plaques. En entrant dans la cuisine, j'ai trouvé ma petite. Assise devant une table en plastique, en uniforme d'hôpital taché d'iode et de sang, elle mâchait un petit pain froid. Ses mains tremblaient. Je me suis approché pour la prendre dans mes bras. Mais à cet instant-là, la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup. « Monsieur, ces boucles n'ont pas été mises en gage. Elles ont été vendues au poids. Je les ai envoyées à la fonderie il y a 20 minutes. Elles n'existent plus. » Je suis sorti de là, avec l'impression qu'on m'avait arraché un morceau de ma propre histoire. Adélaïda a pleuré serré contre moi dans le pick-up pendant des heures. Tout cela me revenait en tête, et moi j'avais ravagé ma colère de l'intérieur pour protéger ma fille. Mais tout être humain a un point de rupture. Et le mien est arrivé le jeudi suivant, quand le véritable enfer s'est déchaîné. J'étais en train de souder un énorme portail coulissant à l'arrière de l'atelier. Le bruit était assourdissant. J'ai vu l'un de mes ouvriers courir vers moi en agitant les bras. J'ai coupé le poste. « Maître Broglio, c'est l'hôpital. Ils appellent de l'hôpital général. C'est à propos de votre fille, » a crié le garçon. J'ai laissé tomber mon masque de soudeur. J'ai attrapé le téléphone du bureau. La voix de la surveillante infirmière à l'autre bout sonnait pressée. « Monsieur Broglio. »
Votre fille Adélaïda vient de faire une syncope dans le couloir des urgences. Elle s'est effondrée pendant qu'elle transportait un patient. Elle a la tension à 8/5. Elle est sévèrement déshydratée et présente une anémie grave. Son corps a tout simplement lâché. Nous devons l'admettre en soins intermédiaires, mais elle n'avait pas sa carte d'assurance santé complémentaire. Nous avons essayé d'appeler son mari, M. Osvaldo, plus de 15 fois, mais ça tombe directement sur la messagerie. Si nous n'avons pas la police d'assurance dans l'heure, nous devrons la transférer à l'hôpital public saturé de l'autre côté de la ville, et dans son état, c'est très dangereux. J'arrive. C'est tout ce que j'ai pu dire. J'ai roulé en grillant tous les feux rouges. Je suis arrivé aux urgences les mains pleines de graisse. J'ai vu ma fille à travers la vitre d'une salle de déchocage. Elle était branchée à 3 poches de perfusion, pâle comme un cadavre, les lèvres violettes, un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage. Le médecin est sorti avec sa planchette. Osvaldo en est sorti. Il portait une chemise de marque fraîchement repassée, les cheveux impeccablement coiffés, enveloppés dans un nuage de parfum hors de prix. Elle est stable pour le moment, mais son cœur tournait à sa limite. Si elle ne se repose pas un mois complet, le prochain malaise sera un infarctus massif. Vous avez la police d'assurance? Non, ai-je répondu, la gorge nouée. Elle doit être à son appartement. Je vais aller la chercher. J'ai couru jusqu'au parking. J'ai appelé Osvaldo en démarrant le pick-up. Premier appel, messagerie. Deuxième appel, messagerie. 10e appel, messagerie. Ma fille se battait pour sa vie sur un brancard d'acier, et ce parasite de malheur avait disparu. Je suis arrivé à l'appartement qu'il louait. Heureusement, j'avais un double des clés qu'Adélaïda m'avait donné en cas d'urgence. Je suis entré. L'endroit était un chaos suffocant. Des assiettes sales de 3 jours s'empilaient dans l'évier. Des cartons de pizza vides traînaient sur le sol du salon, et une odeur de bière éventée flottait dans l'air. Osvaldo n'avait pas levé le petit doigt pour faire le ménage. Je suis allé tout droit dans la chambre principale. Le lit était défait. J'ai fouillé dans les tiroirs de la table de nuit d'Adélaïda. Rien. Seulement des cachets pour le mal de tête et des factures d'électricité en retard. Je suis passé à la table de nuit d'Osvaldo. J'ai ouvert le premier tiroir. J'y ai trouvé une boîte noire avec le logo Rolex. Je l'ai ouverte. Il n'y avait pas de montre, mais un reçu d'achat. 120 000 pesos. Payés en liquide, 3 mois plus tôt. J'ai dégluti. J'avais la tête qui tournait. L'homme prétendument ruiné achetait des montres de luxe. J'ai refermé le tiroir sèchement et ouvert le second. Il y avait de la lingerie masculine raffinée et 3 bouteilles de parfum neuves, encore emballées. J'ai remué le tiroir avec désespoir à la recherche du dossier de documents de ma fille. En glissant la main tout au fond, mes doigts ont heurté quelque chose de lisse et métallique. Je l'ai sorti. C'était un iPad Pro récent. L'écran était sale, couvert de traces de doigts. En le bougeant, il s'est allumé. 15% de batterie. Aucun code de verrouillage. En faisant glisser mon doigt, l'appareil s'est ouvert directement sur WhatsApp. J'ai failli le verrouiller pour reprendre mes recherches, mais un nom, dans la liste des conversations récentes, a aussitôt attiré mon attention, épinglé tout en haut. Yaritza Amor. Tu n'as pas repassé ma veste? A-t-il demandé, en m'ignorant complètement. Cette conversation ne datait pas d'hier, ni même d'une semaine. Il y avait des messages d'il y a 10 minutes. Osvaldo était en ligne. Mes doigts épais, usés par le travail, ont touché l'écran pour ouvrir le fil. Ce que j'ai lu pendant les 5 minutes suivantes a effacé le monde autour de moi. Je n'entendais plus que le battement furieux de mon propre sang dans mes oreilles. « Bébé, l'infirmière a déjà fait le virement ?» demandait un message de Yaritza envoyé ce matin même. « Oui, ma reine, l'argent de ces doubles services est tombé. Avec ça, on boucle ce mois-ci. »« T'inquiète pas » avait répondu Osvaldo. J'ai continué à faire défiler la conversation. Des dizaines de photos. Yaritza était une jeune fille d'environ 23 ans, avec des extensions dans les cheveux, des ongles longs soigneusement manucurés et les lèvres peintes en rouge. Sur les photos, elle posait devant les miroirs de restaurants coûteux, exhibant des sacs de marque. Sur une autre, elle était assise sur les genoux d'Osvaldo, en terrasse, face à la ville. Osvaldo souriait avec une arrogance que je ne lui avais jamais vue. Il avait l'air détendu, puissant. « Regarde les chaussures que j'ai vues au centre commercial, mon amour. Elles coûtent 8 000. Tu me les offres pour nos 6 mois ?» écrivait Yaritza. « Bien sûr, ma belle. Demain, quand l'idiote touchera son salaire de la boulangerie, je lui dirai que l'avocat me réclame une amende pour l'entreprise et je t'envoie l'argent sur ta carte, » répondait Osvaldo. Ma fille était en train de s'effondrer d'anémie, et cet animal utilisait son argent pour acheter des chaussures à 8 000 pesos à sa petite prostituée privée. J'ai senti l'air me manquer. Je me suis assis au bord de ce lit sale. Mais le coup final, ce n'était pas les textos. C'était un message vocal qu'Osvaldo venait d'envoyer 20 minutes plus tôt à peine.
Pendant que les médecins mettaient un masque d'oxygène sur le visage d'Adélaïda, lui envoyaient ça. J'ai appuyé sur lecture. Le volume de l'iPad était au maximum. La voix d'Osvaldo a résonné dans la chambre, nette, claire, répugnante. J'ai déjà payé les 15 000 pesos du loyer de l'appart pour ce mois, ma reine. C'est réglé aujourd'hui, en liquide. Je suis allé au distributeur retirer ce que ma grosse de femme m'a transféré. Elle croit toujours que je suis en faillite complète et que je rembourse les dettes de l'entreprise pour éviter la prison. Elle ne fait que pleurer et se plaindre qu'elle est fatiguée. Son odeur d'hôpital me sort par les yeux. Achète-toi la robe que tu voulais. Adélaïda a levé les yeux, rougie. D'une voix brisée, elle lui a expliqué qu'elle rentrait à peine d'un service de 10 heures à l'hôpital et qu'ensuite, elle avait encore couvert 4 heures à la boulangerie du coin parce qu'il n'avait même plus de quoi payer l'électricité. Osvaldo a soufflé, a rajusté les poignets de sa chemise et l'a regardé avec dégoût. Je te retrouve dans 1 heure, dans notre petit nid. Prépare-toi, ce soir on fête ça avec du bon vin. Fin du message. 15 000 pesos. 15 000 foutus pesos de loyer. Moi, j'en payais 4 000 pour l'atelier. Adélaïda en payait 8 000 pour cette porcherie où elle pourrissait à petit feu. Et lui déboursait presque le double pour entretenir un appartement de luxe où il allait coucher avec une autre femme, le tout financé par la sueur, le sang et les évanouissements de ma petite. J'ai regardé le tube de fer rouillé posé dans un coin de la chambre, près de la fenêtre. J'ai été à 1 seconde de le saisir, de remonter dans mon pick-up, de localiser le téléphone d'Osvaldo et de lui briser les genoux et les bras jusqu'à le laisser dans un fauteuil roulant pour le restant de sa misérable existence. Mes muscles se sont tendus. La rage était un poison brûlant dans mes veines. Mais j'ai fermé les yeux, j'ai respiré. Lui casser les os m'enverrait en prison. Adélaïda resterait seule, couverte de dettes, sans personne pour s'occuper d'elle, et légalement liée à un infirme. Non, la douleur physique passe, les os se ressoudent. Mais la faim, l'humiliation et la ruine absolue, ça dure toujours. Un parasite comme Osvaldo n'a pas peur des coups. Il a peur d'être pauvre, d'être un moins que rien, que le monde découvre le ver qu'il est vraiment. Je me suis levé. J'ai commencé à remonter les messages à la recherche d'une adresse. Il me fallait savoir où se trouvait ce nid d'Ara. J'ai fait glisser l'écran jusqu'au message du mois précédent. J'y ai trouvé un PDF, un reçu numérique de charge que Osvaldo avait transféré à Yaritza pour qu'elle le montre aux agents de sécurité de l'immeuble. Je l'ai ouvert. En lettres dorées, l'entête disait « Condominios Alta Vista, appartement 402, locataire, Osvaldo, statut du paiement, réglé en liquide. » J'ai lu le nom de l'immeuble 3 fois, Condominio Alta Vista. Je connaissais ces tours de verre du nord de la ville. Des immeubles blindés, avec piscine, salle de sport et sécurité privée armée. Mais ce qui m'a fait sourire pour la première fois de la nuit, ce n'était pas le luxe de l'endroit. C'était un nom. Je savais parfaitement qui avait construit ces immeubles et qui possédait 90% de ces tours résidentielles. Fidencio. Le marché est très difficile. Adélaïda. Mon entreprise a coulé. Je te l'ai dit 1000 fois. Je cherche des investisseurs pour remonter la pente. Il faut que je donne une bonne image. C'est ton devoir de m'entretenir le temps qu'on passe ce mauvais moment, alors ne te plains pas. C'est ça, le mariage. Mon compadre Fidencio. L'homme avec qui j'avais porté des sacs de ciment sur le dos sur les chantiers il y a 30 ans. L'homme qui s'était cassé le dos à travailler comme maçon à mes côtés, qui avait économisé, acheté des terrains et était devenu millionnaire quand la ville s'était étendue vers le nord. Fidencio avait assez d'argent pour tapisser sa maison de billets, mais il n'avait jamais perdu les pédales. Tous les dimanches, sans faute, il débarquait à mon atelier dans son 4S4 blindé, s'asseyait sur une caisse à outils retournée et on descendait un pack de bière bon marché en se souvenant du bon vieux temps. L'ironie du destin est l'arme la plus létale de l'univers. Osvaldo, dans son arrogance sans borne, avait loué cet appartement via une agence immobilière tierce pour éviter que son nom n'apparaisse sur un compte bancaire qu'Alondra aurait pu voir. Il n'avait pas la moindre idée que le véritable propriétaire des murs où il se cachait avec sa maîtresse, le propriétaire du toit qui le couvrait, était le meilleur ami du beau-père qu'il prenait pour un idiot aux mains sales. J'ai retrouvé la police d'assurance d'Adélaïda derrière le lit. Je suis sorti de l'appartement d'Osvaldo et j'ai refermé à clé. J'ai roulé jusqu'à l'hôpital. J'ai remis les papiers à l'accueil. Je suis entré dans la chambre de ma fille. Elle allait déjà un peu mieux. Elle dormait profondément à cause des sédatifs. Je l'ai embrassée sur le front. « À partir d'aujourd'hui, plus personne ne te fera de mal, ma fille, » lui ai-je murmuré à l'oreille. Il était 11 heures du soir. Je suis sorti de l'hôpital, je suis remonté dans mon pick-up et je ne suis pas allé à la police. Je n'ai pas appelé mon avocat. J'ai composé le numéro personnel de Fidencio. Il a décroché à la 4e sonnerie, la voix épaisse et rauque de sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a, Braulio? Il est tard, compadre. Tout va bien?
Fidencio, mon frère, ai-je dit en allumant le moteur et en appuyant à fond sur l'accélérateur dans l'avenue vide. Il faut que tu te lèves. Passe-toi de l'eau sur le visage et allume l'ordinateur de ton bureau. Je veux que tu sortes le dossier complet des locataires de ton immeuble à Alta Vista, plus précisément de l'appartement 402. À cette heure-ci? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Au 402, Broglio? A demandé Fidencio, déjà plus éveillé, en entendant l'urgence dans ma voix.